l'international réactionnaire ou comment 3 familles de pensée se retrouvent dans leur détestation du progressisme. Et donc ces 3 familles sont les chrétiens, la figure, la plus éminente, J.D. Vance aux États-Unis, le populisme identitaire, Marine Le Pen, et les technolibertariens, Elon Musk. Je voulais vous en parler parce que je pense qu'il est très précieux. Hem, Ça s'appelle «L'international réactionnaire ou comment 3 familles de pensée se retrouvent dans leur détestation du progressisme». Donc ouais, une enquête intellectuelle, j'ai envie de dire, de Nicolas Truong. Assez passionnante, où en gros, il essaye de faire un peu une cartographie des 3 principales familles de l'extrême droite, on va dire, qui notamment convergent autour de Donald Trump, mais qui aussi existent, dans le en ont des ramifications en Europe, dans l'extrême droite, puisqu'on parle de l'international. Évidemment, c'est le cœur battant, c'est Trump, mais c'est pas que Trump. Donc en gros, il y a 3 familles. Alors déjà, il nous dit un truc qui est assez intéressant. Il nous dit, le papier est très assez long, donc je vais pas tout vous lire, hein, mais il nous dit, cette internationale, puisqu'on parle de ça, n'est pas structurée. Donc l'international, c'est Moscou, donc c'est en gros, c'est Poutine, Trump, Milei en Turquie, pas du tout, en Argentine, Orban, Musk, voilà. C'est tous, l'AfD en Allemagne, bref, Geert Wilders aux Pays-Bas, bref, voilà, vous avez l'idée. Donc il nous dit: «Cette internationale n'est pas structurée comme les internationales socialistes et communistes du XXe siècle, qui sont héritières des associations ouvrières du 19e». Donc en gros, c'est pas un truc structuré à ce point-là. C'est pas l'internationale socialiste, quoi, ou communiste. Des tentatives d'unification sont toutefois à l'œuvre depuis une décennie, mais tout ça est plus une espèce de galaxie qu'une, internationale de manière plus structurée. Voilà. Il nous rappelle que tous ces gens se sont retrouvés à Washington en février à la Conservative Political Action Conference, le rassemblement annuel des conservateurs américains, où il y avait Bardella par exemple, et où Bardella s'est barré après que Steve Bannon a fait un salut nazi. Je rappelle aussi. Bref, et donc il y a trois familles qui sont pas forcément d'accord sur tout, mais qui sont d'accord sur l'essentiel, c'est-à-dire la détestation de la gauche, du wokisme si vous voulez. Bon, j'ai un petit problème dans le papier, ils mettent wokisme sans guillemets, moi ça me fait un peu chier, mais enfin bon, ça n'invalide pas du tout le travail fait dans le papier. Donc il y a 3 familles. La première, c'est la droite chrétienne, illibérale et climato-sceptique, nous disent-ils. Donc c'est une espèce de droite intégriste catho, enfin chrétienne, pas catho, parce qu'il y a aussi des néo-protestants, les évangéliques, pardon. J.D. Vance, exemple entre tous, évidemment. Donc en gros, on nous dit, un courant catholique, donc en gros ils disent, à la fois les évangéliques, un courant catholique hostile aux apports théologiques du pape François, notamment sur l'écologie et l'immigration. Donc en gros, c'est ceux qui pensent que le pape François est trop à gauche et trop woke. Complètement climato-sceptique et pro-production, pétrolière, machin, voilà. Heu, Complètement en raccord avec l'idée de productivisme capitaliste. Heu, Évidemment contre l'avortement, contre le suicide assisté, enfin contre toutes les marqueurs progressistes. Hem, voilà, il participe à l'essor d'un christianisme identitaire, illibéral, anti-vax, climato-sceptique et anti-scientifique, nous dit Le Monde. Ensuite, voilà, bon, c'est tout ce discours-là sur, en gros, l'Europe serait en train de décliner vers un progressisme dégénéré, voilà, c'est pour cette idée-là. Olivier Roy, qui est chercheur, nous dit: «La droite chrétienne est littéralement réactionnaire. Elle conteste la philosophie des Lumières et défend la famille traditionnelle, refuse le féminisme et l'homosexualité. Les réactionnaires, pardon, ne sont pas des conservateurs, ils sont aussi radicaux que les révolutionnaires. La réaction est mue par la restauration de l'ordre ancien. À la table rase de la Révolution, les réactionnaires opposent les tables de loi de la Révélation». Voilà, c'est ce qu'ils nous disent. Donc vraiment, voilà, le retour à un ordre ancien, à un ancien régime, pré-révolution, pré-lumière. C'est ça le christianisme, identitaire, et intégriste, on pourrait dire, donc qui est donc la première famille et donc on pourrait incarner par J.D. Vance, aux States. Et chez nous, on pourrait y mettre, Philippe de Villiers, par exemple. Je pense que ce serait un bon exemple et on rappellera que Philippe de Villiers a donné naissance à un petit enfant qui s'appelle Bruno Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, deuxième famille, le populisme identitaire, nostalgique et revanchard, ce qu'on peut appeler aussi le national-populisme. Le populisme identitaire, nous dit-on, est un nationalisme de classe moyenne et populaire, capable de séduire une élite revancharde à l'égard du gauchisme culturel. Dominant en Europe, ce populisme, donc c'est Marine Le Pen, Viktor Orban, Mélanie, nous disent-ils,
ne cherche pas à restaurer un passé révolu, ni à inventer le monde de demain, mais à préserver les avantages présumés du monde d'hier, disent-ils. Donc là, Marine Le Pen ne veut pas revenir à un ancien régime pré. C'est pas l'action française de Marine Le Pen. Elle ne veut pas revenir à un régime pré-lumière. Par contre, elle a une position conservatrice. Elle nous dit que du coup, par ce conservatisme-là, le national-populisme peut même endosser l'héritage des mouvements de libération des morts des années 70 qu'il retourne contre les nouveaux progressistes. On ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire. La protestation réunit aussi bien une droite bourgeoise soucieuse de ne pas abandonner ses anciens privilèges qu'une gauche libertaire vieillissante et qui est en train de se droitiser, irritée par la culpabilisation des hommes imputée au néo-féminisme. Euh, Transformant les valeurs républicaines, humanistes et féministes en marqueurs identitaires vis-à-vis d'un monde musulman considéré comme moyenâgeux. La référence chrétienne n'est que rhétorique chez les populistes identitaires. Typiquement, c'est ce que fait Némésis. Némésis récupère le féminisme pour dire mais le principal danger qui plane sur le féminisme, mais c'est les musulmans en fait. Et pareil, l'homo-nationalisme, même principe. C'est-à-dire, mais en fait, le principal danger qui pèse sur les homosexuels, c'est l'extrême, non, c'est pas l'extrême droite du coup, c'est les musulmans. C'est ça leur discours. Et du coup, ils ramènent les homosexuels vers l'extrême droite par ce discours-là. Typiquement, Geert Wilders, c'était ça, enfin, l'extrême droite aux Pays-Bas, le Pays-Bas qui est un pays extrêmement libéral sur voilà, les Pays-Bas, vous savez, bah, le cannabis peut être vendu à Amsterdam, sur la prostitution, ils sont hyper libéraux, sur le rapport à l'immigration, ils sont hyper libéraux. Et ben dire, ce modèle-là libéral hollandais, il est en danger à cause des musulmans. Et comme ça, il retourne, c'est l'extrême droite qui se met à défendre l'héritage libéral qu'ils avaient pourtant vomi pendant des siècles, en le brandissant contre les musulmans. Donc ça, c'est voilà, c'est la rhétorique typiquement de Marine Le Pen aussi. Marine Le Pen, Marine Le Pen, si tu l'écoutes, elle veut défendre les femmes, elle veut défendre les homosexuels, elle veut défendre, voilà, elle veut défendre les valeurs de la République. Quand tu l'écoutes, il y a pas de problème. Elle vomit pas la République, Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle t'explique que la République est en danger à cause des musulmans, dans un discours de guerre de civilisation, etc. Donc, encore une fois, c'est pas tout à fait la même rhétorique que les cathos intégristes. Et donc, la troisième famille, les techno-libertariens. Eh bien, là, évidemment, exemple entre tous, Elon Musk. Donc, une poignée d'élus, nous disent-ils, ingénieurs fortunés de Silicon Valley, qui estiment qu'une caste de super de start-upers géniaux dotés d'un fort quotient intellectuel est appelée à gouverner la planète. Voilà. On nous dit quoi? On nous dit qu'ils sont que ces autocrates de l'économie numérique ne croient plus que la liberté individuelle et la démocratie soient compatibles. Ces manias transhumanistes ne sont pas populistes mais élitistes. Ils assument même souvent leur penchant eugéniste. Les libertariens ne sont pas des libéraux, ce sont des néo-darwiniens qui pensent incarner une race de géants, on nous explique un essayiste, Guy Sormand. Leur mission, organiser le séparatisme d'une élite blanche et géniale, enfermée dans ces gated communities et autres zones franches. En attendant d'aller sur Mars, ils n'ont que faire du peuple, tout juste bon à pédaler pour livrer les pizzas. Voilà. Le discours. Alors, je vois des gens sur le Morgoth qui nous disent ouais, les catholiques intégristes, c'est pas la joie non plus pour les féministes. Là, c'est juste qu'on essaie de cartographier ces trois familles. Je suis pas en train de dire que aucun de cela n'est une bonne nouvelle pour les féministes. Je dis juste que les nationaux populistes sont en capacité de reprendre le totem féministe pour l'opposer à l'immigration. Mais je suis en train de décrire une ficelle rhétorique, je ne suis pas en train de l'épouser, on est bien d'accord. Ensuite, donc, voilà, il nous explique qu'en gros, ces gens-là sont. Donc là, je parle des techno-bros, là. Ils sont en mode, voilà, une espèce d'élite, une techno-élite, et qui assument complètement qu'un eugénisme et une espèce de hiérarchie du peuple avec une élite qui gouvernerait le peuple. Ils n'ont aucun problème avec ça. Ce ne sont pas des démocrates. Voilà. Donc voilà. Et là, il y a un caméo qui va arriver. On accueille Raphaël, Oui, le bonjour. boss de la vidéo, de l'humain, Oui. sans qui rien n'est possible. Bien sûr, c'est moi qui c'est Jean-Baptiste. Qui vient récupérer l'extrait pour qu'on puisse le diffuser vite, pour ceux qui n'ont pas compris, qui n'ont pas eu le début. Voilà. Et vous aurez donc le replay sur YouTube assez rapidement. Et donc ces gens-là, on voit bien qu'il y a quand même une petite différence entre des cathos intégristes qui veulent revenir à l'ancien régime, pré-philosophie des Lumières, des nationaux populistes qui sont conservateurs, mais qui, eux, veulent surtout, qui peuvent endosser la défense des valeurs de la République, donc clairement pas des Lumières, enfin clairement pas contre les Lumières, mais pour les opposer aux musulmans, aux immigrés.
et donc des gens qui sont en train d'expliquer qu'en gros la société de demain, en fait la démocratie doit être liquidée pour que en gros que des IA et les concepteurs des IA puissent gouverner le monde. En gros, voilà. Tu me dis, bah voilà, c'est quand même trois familles où il y a quand même c'est pas tout à fait la même chose. Et pourtant, ils sont unis autour de la candidature Trump notamment, mais pas seulement, parce qu'ils ont un ennemi commun, c'est et là il met des guillemets évidemment, le totalitarisme woke, le wokisme en fait tout simplement, c'est-à-dire donc toutes les savoirs critiques. Je vous fais pas tout l'article encore une fois, mais c'est super intéressant parce qu'il nous raconte aussi comment des chercheurs qui n'étaient pas d'extrême droite, mais qui étaient anti-woke, on va dire, hein, qui incarnaient ce courant opposé au savoir critique, euh, eh bien, alors tiens, une question, juste je coupe, une question intéressante. Où se situerait alors il y a plusieurs questions, parce que là, oui, je vois que vous voulez mettre les gens dans la case. Alors on nous demande où se situeraient les royalistes, genre Action française. Oui, pour moi c'est clairement les chrétiens, c'est les chrétiens intégristes, parce que eux pour le coup, l'Action française s'est construite contre la Révolution, contre la République et contre les Lumières. Donc eux, il n'y a pas de souci, on les met dans la catégorie première qu'on a citée, c'est-à-dire les chrétiens libéraux, machin. Hanouna, il est où? Hanouna, il est un peu. Hanouna, j'ai envie de dire, il pourrait être un peu comme Trump, un peu partout, quoi. Tu vois, parce que Trump, il s'est joué la navigation en eau trouble entre ces trois familles, en fait. Donc, je sais pas si Hanouna est lui un national populiste, c'est-à-dire que est-ce qu'Hanouna oui, parce qu'Hanouna, des fois, il défend enfin, il prétend défendre les valeurs de la République en les opposant à la gauche, en disant en gros le problème c'est les insoumis, quoi. En gros, c'est ceux qui menacent la République, c'est les insoumis. Ça, c'est un truc qu'a pu dire Hanouna. Donc il peut répondre à la catégorie nationale populiste. Bon, catho intégriste, c'est compliqué de lui mettre dedans, je pense. Et Technobro, il a un petit côté quand même milliardaire zinzin qui s'il pouvait gouverner sans le peuple, bon, tout en s'appuyant sur le peuple, hein, évidemment, dans son discours. Voilà, là, je réponds à la question à brûle pour point. Je suis pas sûr de mon analyse. Je pense que comme Trump, ça fait partie de ces gens qui peuvent naviguer entre les familles. Voilà. Bon, en tout cas, c'est compliqué de le mettre dans la famille des chrétiens intégrés, ça c'est sûr. Euh, voilà. Donc en gros, ils nous disent que voilà, le wokisme, c'est le ciment, finalement. Enfin, la lutte contre le wokisme, c'est le ciment. Et là, c'est intéressant parce que du coup, il donne la parole dans son papier à des gens qui étaient eux-mêmes des anti-woke, mais pas au sens de l'extrême droite, au sens des gens qui sont pas d'accord avec les savoirs critiques, intersectionnels, etc., qui sous-tendent le wokisme, et je mets des guillemets. Et c'est intéressant parce que ces gens-là se rendent compte qu'ils ont été commencent dans le papier à se rendre compte qu'ils sont les idiots utiles du Trumpisme. D'ailleurs, c'est ce qu'écrit le papier, hein. Les anti-wokistes semblent avoir joué le rôle d'idiot utile du Trumpisme. Et notamment, donc, ils ont un chercheur à Columbia, Mark Lilla, qui dit, au début, il dit, il est difficile de pas avoir un peu de sympathie pour cette contre-révolution intellectuelle qui démantèle les bureaucraties de la vertu universitaire chargée d'appliquer le nouvel évangile du wokisme. Donc là, le mec, il est vraiment dans le discours anti-wokiste. Et après, juste après, il dit, mais ces chouans américains que sont les républicains demandent aussi des scalps et veulent brûler les villages universitaires. Donc là, ils sont en train de se rendre compte que ouais, bah en fait, ça a des conséquences en fait, tout ce truc-là, hein. Et voilà. Il nous dit les Trumpiens veulent mettre à genoux toutes les universités et les contraindre à suivre la ligne du Parti républicain. Et voilà, et commencent à se rendre compte qu'il se passe des trucs. Ils se rendent compte que sur les campus, euh, l'administration de Trump a gelé sans préavis 400 millions de dollars de subventions qui avaient été accordées à Columbia. Il se rend compte que il y a un étudiant d'origine palestinienne, enfin syrien d'origine palestinienne, Mahmoud Khalil, pardon, qui était un des leaders des manifestations pro-palestiniennes sur le campus de Columbia, qui a été arrêté à son domicile. Et donc là, c'est pour les États-Unis, mais en France, Nathalie Anish, qui était autrice de Le wokisme serait-il un totalitarisme? Donc là, bon, on voit ce qu'elle a écrit. Donc Nathalie Annie, je crois qu'elle est philosophe, elle a été clairement une des têtes de pont de l'offensive anti-woke en France, d'accord? Et ben elle nous dit maintenant, lorsqu'on est dans un tel climat de répression aux États-Unis et au bord d'une guerre avec la Russie, la lutte contre le wokisme n'est plus le combat prioritaire. Et ben merci Nathalie, ça fait plaisir de voir au moins de voir que bon, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Bref. Donc voilà, c'est intéressant aussi de se rendre compte que aussi ces gens-là qui ne sont pas des Trumpistes, hein, ont participé, parfois à leur corps défendant et de manière un peu d'idiot utile,
à la marge du Trumpisme. Je trouve ça hyper intéressant qu'ils mettent ça l'article, c'est hyper passionnant. Euh, voilà. Et est-ce qu'il y avait d'autres choses que je pouvais vous parler d'autres choses? Alors après, vraiment, ayez accès à cet article, lisez-le. Si vous n'êtes pas abonné au Monde, peut-être que vous pouvez l'acheter, je sais pas, mais l'article, juste l'article unique. Mais vraiment, c'est vraiment passionnant. Il nous cite plein d'auteurs aussi qui sont la galaxie intellectuelle de ces gens-là. C'est qui les gens qui lisent, donc Ayn Rand, etc. Enfin, c'est hyper intéressant de voir aussi c'est quoi leur imaginaire intellectuel, parce que ces gens-là pensent. On n'est pas d'accord avec eux, mais ils produisent de la pensée, et cette pensée, elle a des auteurs, elle a des corpus théoriques, etc. etc. Et c'est bien de s'y plonger aussi pour comprendre comment ils pensent. Donc vraiment passionnant le sujet là-dessus. Euh, voilà. Et puis pour finir, ouais, il y a le... il y a ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les lignes de friction du coup entre ces trois familles. Donc, question posée, est-ce que ces courants d'extrême droite parviendront à leur fin? Question dans la fin de l'article. Olivier Roy, donc, qui est chercheur, n'y croit guère car il représente trois systèmes de valeurs opposés. Les catholiques traditionnalistes sont heurtés par la science-fiction démiurgique des techno-libertariens. Bah oui, quand vous croyez à une société sous l'ordre de Dieu, ça vous fait un peu chier que Elon Musk vous explique qu'il va gouverner le monde. Vous voyez un peu ça bloque un peu quand même. Et les techno-libertariens eux-mêmes entrent en conflit avec les populistes identitaires parce qu'eux sont attachés à l'État et à l'État fort. Marine Le Pen, c'est pas une libertarienne. Marine Le Pen, elle veut pas liquider l'État, elle veut un État fort dont elle aurait la tête. Donc là aussi, il y a un débat. Il nous dit aussi, c'est pas parce que les Français visitent en nombre le Puy du Fou qu'ils deviendront à nouveau des catholiques pratiquants. Petite limite de la, de la propagande d'extrême droite. Euh, voilà. Puis après, il y a les conséquences concrètes de Trump. Par exemple, Trump, il dit c'est la politique du ressentiment qui permet certes à des ouvriers déclassés de soutenir un milliardaire issu du Queens qui fut méprisé par l'élite new-yorkaise, mais le président américain est en train de les précipiter dans la faillite, donc avec sa politique de guerre commerciale. Les populations précarisées qui ont voté pour Trump ou Milei en Argentine se retourneront contre leurs dirigeants, même si la revanche du mal blanc est un fédérateur puissant, nous disent-ils. Ça aussi, c'est super intéressant. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore qui est intéressant? Voilà, après, il y a un débat sur comment lutter contre eux. Donc, il y a un débat entre un chercheur de gauche, Michel Fer, et un chercheur plus libéral, Guy Sormand, mais c'est intéressant aussi de voir. Bref, papier qui, moi, m'a totalement passionné. Je vous le conseille fortement. Donc, je résume pour ceux qui peut-être nous rejoignent en cours de route. C'est l'international réactionnaire, ou comment trois familles de pensée se retrouvent dans leur détestation du progressisme. Et donc ces trois familles sont les cathos intégristes, enfin les chrétiens intégristes, parce que c'est aussi les protestants, c'est pas que les cathos. Et on pourrait même y rajouter les chrétiens orthodoxes russes, hein, ceux qui soutiennent Poutine. Le populisme identitaire, donc je vais remettre les figures. Donc les chrétiens, la figure la plus éminente, J.D. Vance aux États-Unis. Le populisme identitaire, Marine Le Pen. Les techno-libertariens, Elon Musk. Voilà. Évidemment, il y en a d'autres, hein, mais ce sont les trois plus saillants.